Les étrennes de Carmen Laforêt. À Noël, le jour ne se leva presque pas sur cette toute petite ville, complètement écrasée par un ciel gris. À 10 heures du matin, chez le docteur Lopez-Gay, on voyait briller la lumière électrique aux vitres de quelques fenêtres. La maison du docteur était une très jolie villa, avec un grand jardin où avaient l'habitude de jouer 2 ou 3 enfants blonds. À cette époque de Noël, la maison se remplissait d'invités. Le père et les sœurs du docteur venaient d'un village voisin, et la mère et le frère de la femme du docteur venaient de Madrid. C'était un frère très gai qui plaisantait avec les vieilles filles de la famille Lopez-Gay, et c'était une mère trop jeune et trop élégante pour être déjà la grand-mère de ces enfants joueurs et qui faisait sensation en ville. Le jeune plaisantin n'était pas venu cette année, et il manqua beaucoup aux demoiselles Lopez-Gay pendant le repas servi après la messe de minuit, et qui, comme toujours, avait été splendide. Isabelle était venue seule, cette mère svelte et élégante, qui le paraissait encore plus par contraste avec sa fille Margarita, bientôt sur le point de mettre au monde un nouveau rejeton. Cette mère qui, pour tout avouer, était un peu méprisante avec la belle famille de sa fille. À 10h30, le chauffeur du docteur arriva avec l'automobile devant la grille. C'était un des rares chauffeurs de la ville à porter l'uniforme, et il contribuait beaucoup au prestige d'homme aisé dont jouissait Lopez-Gay. Le chauffeur traversa le jardin humide et triste ce jour-là, et il fit le tour de la maison pour entrer par la cuisine. Une vapeur chaude le prit au visage quand il poussa la porte de la cuisine depuis le petit vestibule, et il trouva le spectacle qui l'attendait. Une cuisinière déjà affairée, au visage rougi par la chaleur du feu, et une aide venue pour l'occasion, complètement étourdie par les ordres de l'autre. « Oh là là, tu es déjà là, ma petite Marie. Va vite, fais prévenir la dame de Madrid que le chauffeur est prêt pour aller à l'hôpital. » La dame de Madrid? Ce n'est pas Doña Margarita qui va distribuer les étrennes. Non, mon petit, vu son état intéressant, elle dit qu'elle ne peut pas supporter de se rendre dans cette salle du docteur. Ils en ont parlé justement hier et Doña Isabel s'est proposée. Je crois bien que cela n'a pas fait plaisir à Don Julio, parce qu'on sait bien combien on a critiqué ici l'an dernier la femme du docteur Pinto qui avait envoyé une bonne avec les friandises dans la salle de son mari. Mais vois-tu, le pauvre Don Julio a dû s'y faire, comme il se fait à tant de choses. La dame de Madrid a dit que c'était un crime d'obliger sa fille à voir de tels spectacles dans son état. Et de plus, elle a dit que cette habitude provinciale que tout le monde a de faire la même chose et le même jour était une véritable sottise, que l'on pouvait faire porter les friandises par un valet à la salle des simples d'esprit parce que, pour les simples d'esprit, cela leur était égal, et que par contre, sa fille, Margarita, était malade rien qu'à l'idée de les voir. Et après avoir dit cela, comme Don Julio était devenu rouge comme une tomate et avait dit que son prestige était en jeu, Doña Isabel dit que si le prestige de son gendre dépendait d'une si grande bêtise, elle irait elle-même. Et maintenant, elle y va, de sorte que c'est elle que tu conduis. Et pour être plus précis, tu peux déjà te rendre à l'auto, parce que cette dame fait tout en vitesse. Et si ça se trouve, elle va arriver avant toi et c'est elle qui devra t'ouvrir la portière. Il ne manquerait plus que ça. Allez, au revoir. Le chauffeur riait encore en se rappelant les expressions et le bavardage de la cuisinière quand il ouvrit la portière de l'auto pour faire monter Isabelle. La cuisinière avait beaucoup souligné les aspects de la conversation et les mouvements des lèvres pour expliquer comment la dame de Madrid et le gendre étaient en froid. Juana, la femme de chambre, remit un grand paquet au chauffeur qu'il plaça sur le siège avant, près du volant. Les friandises, pensa-t-il, et il jeta un coup d'œil à la dame.
Lui aussi était stupéfait par le fait que cette femme fût une grand-mère. Elle était très jolie et presque jeune. Elle avait les yeux clairs et une très jolie bouche. Mais surtout, ses jambes sveltes étaient celles d'une jeune fille, ainsi que sa stature et sa démarche. Il y avait chez elle quelque chose de plus jeune que chez sa propre fille quand on ne faisait pas trop attention à son visage. Le chauffeur put à peine la voir cette fois-ci, couverte d'un manteau de fourrure avec un petit chapeau très simple, regardant vers la glace de la voiture. Cette lumière du jour ne lui était pas favorable. Son visage semblait plus dur et plus triste que d'habitude. « Vous savez où l'on va ?» ?»« Oui, madame. » Isabelle traversait une crise de mélancolie. Depuis quelque temps, elle ne trouvait plus de sens à la vie, et ces crises se répétaient avec une certaine fréquence. « Ce doit être quelque chose de physique, » pensait-elle. « Ce n'est pas possible qu'un état d'âme vous prenne à la gorge, comme le ferait une main, et vous fasse ainsi fléchir vers le sol. Il faut que j'aille voir un médecin. Mais que vais-je lui expliquer ? Un psychanalyste, peut-être. » La bouche d'Isabelle se plissa en un sourire moqueur. Elle soupira. « C'est l'âge, rien d'autre. Voilà ce que j'ai. La vie m'a déjà donné tout ce qu'elle avait à m'apporter. Et quand je regarde en arrière, je la trouve un peu vide. Rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent ne me convainc. Rien ne m'a complètement comblé. Les amours passent, les enfants grandissent et vous déçoivent. » Elle fit une moue. Elle ouvrit son sac. Elle allait allumer une cigarette, mais elle se rappela la demande de Margarita de s'abstenir de le faire dans la rue tant qu'elle serait là. « Cela va attirer l'attention, et tu vas rester si peu de temps, que tu peux bien. » Elle pouvait. Elle ferma son sac. Elle fronça les sourcils en se rappelant combien Margarita vivait dans la terreur des candidatons de la ville. Margarita, qu'elle avait élevée pour être libre et indépendante comme l'air. Margarita, avec ses études universitaires, ses voyages seuls à l'étranger, son indéniable talent de poète. Oui, indéniable. Margarita n'avait plus écrit pendant toutes ces années. Cependant, Isabelle se piquait d'être un bon critique et savait que sa fille avait bien ce don. Mais elle n'était pas de parti pris. Son fils, par contre, était un âne, mais il gagnait de l'argent et il s'était bien marié. Il devait être en ce moment en train de passer les fêtes chez les parents de sa femme, heureux de se libérer de cette coutume, de venir chaque année dans cette ville, dans cette maison, et de se retrouver face à l'ennuyeuse belle famille de Margarita. La voiture s'était arrêtée. Le chauffeur attendait. Isabelle eut un sursaut en constatant combien le bâtiment en face duquel il se trouvait était énorme et vétuste. Elle se rendit compte aussi avec un certain étonnement que c'était la première fois qu'elle allait entrer dans un hôpital. Justement, il commençait à neiger au moment où elle traversait le trottoir en venant de la voiture. Un ou deux flocons très légers tombèrent sur son chapeau. « Oh, l'hôpital de cette ville est comme tout dans cette ville, » se dit-elle. « Horrible !» Il n'y avait là ni silence ni blancheur. Des murs sales, des gens bizarres, des pauvres qui descendaient et montaient les escaliers, des infirmiers peu aimables pour vous renseigner. Ce n'était pas qu'ils fussent peu aimables avec elle, mais par contre, ils l'étaient avec des gens qui avaient l'autorisation de voir leur famille le jour de Noël. Isabelle se retrouva sans savoir comment, accueillie par une petite religieuse. « Oh, vous êtes la maman de Madame Gay. Qui l'aurait dit ? On dirait que vous êtes sa sœur. Venez par ici. Il faut traverser le patio pour arriver à la salle des femmes. Nous passerons devant la chapelle. Vous ne voulez pas entrer pour voir la crèche ? Oh, je suis un peu pressée, ma sœur. Que ces fêtes doivent être tristes dans un hôpital, n'est-ce pas ? » Isabelle parlait comme pour elle-même. La sœur lui sourit. « Le Seigneur est partout. Il naît partout. Et c'est ce qui est important. Ne croyez-vous pas ? » « Oui, bien sûr. »
Isabelle balbutiait très peu convaincue. Réellement, elle avait complètement oublié le sens religieux des fêtes en faisant son commentaire. Elle pensait seulement aux réunions familiales de cette époque, pénibles parfois, mais joyeuses et irremplaçables cependant. Et dans son pèlerinage derrière la sœur, elle traversait maintenant de grandes salles, sinistres, remplies de lits alignés. Un monde de douleurs impudentes, ouvert, apparaissait à travers les sourires des malades qui avaient de la visite, à travers la gravité et l'air abattu de ceux qui étaient seuls. Et cette terrible pauvreté qu'ils exhibaient dans leurs vêtements de nuit. Isabelle avait toujours cru que l'État donnait des chemises de nuit blanches à tous les malades. Elle avait toujours cru que l'État était plus riche et que tout ça, les hôpitaux et les choses de ce genre, c'était bien et qu'il n'y avait pas besoin de cette manie de visite de charité aux assistés. L'odeur de désinfectant donnait la nausée. Isabelle eut mal au cœur. Elle avait pris des mains du chauffeur le grand paquet de friandises. « On m'a donné aussi ces livres, madame. »« Ah, oui !» Isabelle s'adressa à la religieuse. « Ils doivent être pour une malade d'une autre salle, une certaine Manuela Ruiz. Mon gendre m'a beaucoup recommandé ces étrennes. Ce sont les œuvres de saint Jean de la Croix. »« Ah, bon ! Quelle délicatesse de la part du docteur pour notre Manuela. C'est vrai que c'est une véritable sainte, et que comme elle est dans cette salle, parce qu'elle est dans la salle des simples d'esprit, personne ne vient lui parler. Mais le docteur dit que c'est une femme intelligente, et il a fait en sorte que notre aumônier s'intéresse à elle, ainsi qu'une de ces jeunes filles qui visitent nos pauvres, qui vient maintenant de temps en temps et lui fait la lecture. La pauvre petite y prend grand plaisir. Et tenez, ce qui lui plaît le plus, c'est Saint Jean, qui est pourtant si difficile. J'avoue que moi-même, je n'arrive pas à le lire. Remettez-lui vous-même. Elle se souvient toujours de ceux qui lui rendent visite et elle prie pour eux. » Isabelle était intéressée par cette malade si intellectuelle. La solitude sonore, la musique silencieuse, se souvint-elle. Comment peut-on apprécier ces choses-là entre ces murs, mon Dieu ? Tout à coup, Isabelle se trouva dans un monde à part, dans un lieu de cauchemar, où, aidée par une sœur, elle dut distribuer des friandises aux simples d'esprit. Elle comprenait que sa fille n'ait pas la force de rester là une seule minute. Les innocentes riaient, pleuraient, se disputaient les bonbons. Presque toutes étaient difformes. Il n'y en avait aucune au lit. « Qui est Manuela Ruiz, ma sœur ? » ?»« Venez avec moi !» Près d'une fenêtre, dans un fauteuil, se trouvait une espèce de loque. C'était Manuela Ruiz, la tête attachée à un madrier pour qu'elle ne tombe pas en avant, complètement paralytique, déformée. Une horrible cicatrice de la bouche au menton était le canal par où, depuis des années et des années, s'écoulait sa bave sans qu'elle pût la nettoyer. C'était si effrayant qu'Isabelle tremblait des mains en lui montrant les livres qu'elle lui apportait. « Je viens de la part du docteur Lopez-Gay, » dit-elle en criant, parce qu'elle était sûre que cet être était sourd également. « Ne vous donnez pas de mal, elle entend parfaitement, » précisa la sœur. « Je vous laisse en sa compagnie quelques instants, pendant que je vais rétablir la paix dans le groupe qui se dispute à cause des bonbons. » Isabelle n'osa pas s'enfuir et se retrouva assise sur une chaise à côté de sa malheureuse semblable. Elle avait l'impression de vivre un mauvais rêve. « Partez, madame, vous n'êtes pas habituée. » C'était Manuela qui parlait, très lentement, mais clairement et distinctement. Elle disait les choses avec peine et douceur. Et tout à coup, Isabelle vit une chose étonnante.
elle vit d'énormes yeux noirs, clairs et brillants, qui la regardaient avec compassion. Isabelle n'avait jamais senti sur elle un regard compatissant, et la vérité était qu'elle pensait qu'elle ne pourrait pas non plus le supporter si un jour cela se produisait. Et ce jour-là était arrivé. Ce pauvre être souffrant éprouvait de la peine pour elle, parce qu'il remarquait sur son visage l'effroi et la répulsion. Isabelle rougit, elle se reprit. « Non, je vous en prie, j'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous quelques minutes. Alors, vous aimez la poésie de Saint-Jean de la Croix? Vous aviez une activité intellectuelle avant de venir ici ?» Ses yeux intelligents regardaient comme en essayant de comprendre. « Avant de venir ici, cela fait tant d'années. Il y a 40 ans que je suis ici. Avant de venir ici, j'étais une jeune villageoise. J'étais sur le point de me marier. » 40 ans, pensait Isabelle. 40 ans. Elle eut envie de le crier. 40 ans, en train de mourir et sans mourir. 40 Noëls ici. Il ne reste plus aucun parent qui vienne vous voir à Noël? À nouveau un sourire dans ses yeux. Non, madame. 40 ans, pensait Isabelle. C'est presque toute ma vie. Cette vie pendant laquelle j'ai étudié. Je suis allée au bal. Je suis tombée amoureuse. J'ai fait de beaux voyages. Je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants solides, beaux. Je suis devenue veuve. Je me suis fait un cercle de relations. Et j'ai occupé ma solitude par 1000 choses plaisantes que la culture et l'argent vous procurent. Tous les ans, je fais un voyage à Paris, parfois pour m'acheter des livres, d'autres fois, la plupart du temps, pour m'acheter des chapeaux, encore que je finisse toujours par acheter les 2 à la fois. J'ai des petits-enfants. C'était un bilan fébrile, un bilan rapide et désordonné qu'Isabelle faisait de sa vie, à côté du fauteuil de la paralytique, et elle trouvait maintenant sa vie fabuleuse, alors qu'un moment auparavant, elle l'avait considérée comme vide, sans objet. Et cependant, bien qu'ayant été une vie merveilleuse, c'était bien une vie qui n'avait pas eu de but. Il y manquait encore quelque chose. Elle ne savait pas quoi. Et c'est pendant cette longue maladie que vous avez commencé à prendre le goût à la lecture? Non, madame, je ne sais pas lire. Je ne pourrais pas non plus, même si je le voulais, dans mon état. Alors, parfois on me fait la lecture. Ces 2 dernières années, quelques personnes très bonnes sont venues et m'ont fait la lecture. Le docteur l'a vu, et c'est pour ça qu'il m'envoie ce livre. Tout ce que ces livres disent est vrai. Durant ces années, Dieu s'est tellement approché de moi que je peux le comprendre. Sans aucun effort de ma part, le Seigneur m'a laissé complètement vide et seul pour que je lui appartienne. Pendant longtemps, je ne comprenais pas. Je souffrais. Je demandais à Dieu ma guérison. Ensuite, j'ai commencé à comprendre comment faire pour accepter cette souffrance, cette solitude. Et alors, tout est devenu si beau. Dieu accepte le temps de ma souffrance. Je peux ainsi le prier pour les pécheurs, pour les malades qui ne comprennent pas encore, pour tout le monde. C'est si beau comprendre que le Christ est né pour nous montrer un chemin. C'est si beau. Tous les jours, je rends grâce à Dieu de m'avoir choisi pour lui. Quand on me lit ces livres de Saint Jean,
j'ai souvent envie de pleurer, parce qu'ils disent des choses sur lesquelles j'ai réfléchi peu à peu. La petite sœur trouva Isabelle penchée sur Manuela, en train d'écouter les paroles de la malade, avec une attention qui lui faisait presque ouvrir la bouche. Ces paroles qui sortaient si lentement, si graves et cependant si claires. Isabelle oubliait l'aspect de cette tête souffrante, l'odeur nauséabonde de sueur et de désinfectant qui la rendait malade. Elle entendait la seule chose qu'elle ne s'était jamais attendue à entendre dans un hôpital, un hymne à la vie, non pas à la belle vie lointaine dont elle avait la nostalgie, mais à la vie vécue dans l'angoisse, la douleur et l'abandon, minute après minute, pendant 40 ans. Cela a été si beau. La femme expliquait son miracle, son dialogue avec Dieu, de les terribles solitudes de cette salle, cette vie divine qui avait sensibilisé la jeune fille analphabète et campagnarde jusqu'à lui faire goûter dans sa vérité le difficile, le merveilleux, mystique castillan. Isabelle croyait un instant auparavant que la vie n'avait plus rien à lui enseigner. Et maintenant, elle était en train d'apprendre. Elle avait toujours montré beaucoup d'intérêt pour s'instruire, pour appréhender les choses. C'est pour cela qu'elle était penchée sur la paralytique, comme si elle buvait ses paroles. « Ne parle plus, Manuela, ma fille, » dit la religieuse. Elle ressent d'horribles souffrances, expliqua-t-elle ensuite à Isabelle. Mais c'est une sainte. C'est édifiant de rester un peu auprès d'elle. Vous ne croyez pas? Votre gendre s'assied souvent à côté d'elle. Il dit qu'il se sent bien meilleur. Il dit que c'est une véritable sainte et que les saints font toujours de petits miracles pour ceux qui s'approchent d'eux. Le docteur Lopez-Gay est un homme extraordinaire. Vous devez être très fier qu'il soit votre gendre, n'est-ce pas? Isabelle était émue. Elle ne voyait plus la misère de l'hôpital, attentive qu'elle était à ses propres sensations. L'idée de son gendre qu'elle avait toujours pris pour un homme commun, assis près de cette femme en train de l'écouter, de se préoccuper de ses étrennes de Noël, non pas à cause des sottises du qu'en dira-t-on provincial, mais par élan du cœur, cette idée la réconciliait avec Julio, lui faisait voir en lui quelque chose de très différent. Peut-être cet être dont Margarita avait pu tomber amoureuse au point de se marier et de s'enterrer dans ce petit village ennuyeux et retiré du monde. Il neigeait. L'automobile roulait lentement dans les rues au milieu de la neige. C'était un véritable jour de Noël. La villa de Lopez-Gay paraissait enchantée sous cette couche de blancheur. Isabelle trouva la famille réunie dans la grande salle près de la crèche. Il y avait les enfants, Margarita, les belles-sœurs et le beau-père, tout le monde. « Oh oh, vous êtes déjà revenu de l'hôpital, Isabelle ?» C'était Julio qui posait la question. Monté sur une chaise, il ressemblait à un enfant espiègle, en train de mettre en place les personnages des bergers sur le rocher le plus haut. « Oui, mon cher Julio, j'ai beaucoup aimé cela. »« Est-ce possible, maman ?» Margarita l'aidait à enlever son manteau et souriait absorbée en regardant le visage de sa mère. « Quoique, vraiment, tu as un aspect radieux. Tu es extraordinaire. Tu vas porter des étrennes et tu reviens avec la tête de quelqu'un qui a trouvé la pierre philosophale. N'est-ce pas, Julio ?»« C'est ça, » dit Julio sérieusement en regardant sa belle-mère. « Vous avez donc aimé ?» Que la voix de Julio était affable. Isabelle fut à nouveau émue. « Oui, je crois qu'en vérité, j'ai trouvé la pierre philosophale. Il faut que j'y pense maintenant, pour qu'elle ne m'échappe pas. Ne croyez pas que je plaisante. »
Isabelle parla gaiement, avec légèreté, tandis qu'elle s'approchait du feu et se chauffait les mains. Ni sa fille, ni les autres ne lui prêtaient beaucoup d'attention, à l'inverse de son gendre. Son gendre, lui, l'écoutait. Son gendre qui, en ce moment, s'approchait du feu et l'attisait. « J'aimerais parler un jour avec toi, Julio. »« C'est pour ça que nous nous réunissons pendant ces fêtes, maman, pour parler de tout, pour nous comprendre. » Il fit une pause. « Je suis sûr que vous avez parlé avec Manuela, n'est-ce pas ?» Isabelle acquiesça en silence. Comme la mélancolie quelques heures auparavant, maintenant la chaleur du bonheur l'envahit dans cette pièce confortable au milieu de ces personnes dignes d'être aimées. Parce que, pour la première fois, elle aimait ses parents par alliance. C'était vraiment un petit miracle qu'elle éprouvait dans son esprit. Elle aurait voulu se rappeler les paroles de Manuela pour savoir si elle pouvait avoir assez de portée pour bénir sa propre vie. Mais ce n'étaient pas les paroles qui avaient de l'importance, mais qui les prononçait et comment. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Oui, il faudrait qu'elle parle avec Julio, avec Margarita, avec tous. Peut-être avec Manuela, une autre fois. Peut-être seulement un peu avec Dieu, comme la pauvre Manuela avait fait pendant tant d'années, pour apprendre à vivre sa vie. Quelle fantastique neige de Noël! Ce fut ce qu'elle dit à haute voix, en levant les yeux du feu. Et tous regardèrent vers la fenêtre, à travers laquelle on voyait la merveille blanche de la neige.